Donc, cette transition, il faut la faire. Et j'avais envie de dire un peu une idée, quelle serait la transition idéale. Parce que le changement de praticien lors du passage, pas à l'âge adulte en fait, parce qu'il passe adolescent chez nous, il ne passe pas à l'âge adulte des enfants chez nous, et souvent quelque chose qui est vécu de façon particulière et de façon pas forcément agréable. Sandrine a noté que dans son expérience, quand elle doit recevoir en consultation initiale un adolescent qui était suivi avant par des pédiatres, 1 sur 2 ne venait pas. Alors, soit il ne vient pas, il est perdu de vue pendant des années, heureusement, ce n'est pas le plus fréquent, mais souvent, il y a une ratée, il y a un rendez-vous auquel il ne vient pas, il vient plus tard, il s'est trompé de locaux, de jours, voilà. Donc, plus ou moins consciemment, on n'est pas venu. Ce qui pourrait donc... Moi, j'ai l'impression que j'en ai un peu moins, mais bon, ça doit dépendre aussi des liens qu'on a avec les pédiatres. Voilà. Pourquoi la faire, cette transition? Je crois que de toute manière, on n'a pas beaucoup le choix, puisque c'est institutionnel. Les pédiatres ne peuvent pas suivre les enfants, même s'ils en ont envie, jusqu'à 30 ans, 40 ans, donc il faut le faire à un moment donné. Et puis aussi, je pense que ça peut être quand même une opportunité de faire ce changement, même s'il est redouté. Ça permet par exemple de reprendre le dossier avec un œil neuf, je veux dire vraiment du point de vue médical. Il y a parfois des prises en charge qui sont réservées aux adultes, des médicaments qui sont réservés aux adultes. Il y a parfois des choses qui sont plus développées chez les adultes et d'autres bien sûr plus chez les enfants également. Et donc on va pouvoir proposer parfois de nouveaux médicaments, des bilans qui n'ont pas été faits parce que le bilan étiologique de l'enfant a été fait il y a quelques années, puis il y a eu des nouveautés. Des avancées, des gènes découverts, des IRM qui deviennent de plus en plus performantes. Et on peut avoir un œil neuf sur l'histoire du patient, sur les étiologies possibles, demander d'autres examens, proposer d'autres traitements. Alors ça dépend beaucoup également de l'endroit d'où vient l'enfant. S'il vient du service de neuropédiatrie de la Timone, où ils sont au top, souvent on n'a plus grand-chose à faire quand on les prend. Mais s'ils viennent d'hôpitaux périphériques, que c'était la prise en charge était moins neuve, des fois on a des choses à faire. Et puis, comme on vient de le dire, il émerge beaucoup de questions nouvelles à l'adolescence et puis au début de l'âge adulte, et c'est des questions peut-être auxquelles les neurologues adultes sont un peu plus rompus. Il arrive que les pédiatres gardent longtemps, jusqu'à 20 ans, 22 ans, des patients, mais quand les patients commencent à parler de désir de maternité, de vie professionnelle, souvent ça peut être l'occasion de passer chez les adultes. Bon, donc quand la faire, je crois que théoriquement c'est toujours ça, la pédiatrie ça s'arrête à 15 ans et 3 mois, en général chez les patients qui ont des déficiences intellectuelles, et même chez les patients épileptiques en général, on attend l'âge de la majorité pour le faire. Et parfois ça déborde jusqu'à 22, 23 ans. En sachant qu'effectivement, les pédiatres n'ont plus des enfants entre les mains, mais nous on n'a pas encore des adultes, on ne reçoit pas non plus encore des adultes, mais des adolescents. Donc nous aussi, on va devoir avoir une attitude particulière par rapport au reste de notre population. Donc il y a souvent des réticences à cette transition, je pense, de la part des neuropédiatres, j'espère pas, mais des patients et de leurs familles. C'est beaucoup lié à l'attachement qu'ils ont eu et au vécu qu'ils ont eu, surtout quand l'épilepsie a commencé tôt dans l'enfance, où ils ont vécu énormément de choses avec le neuropédiatre, beaucoup d'étapes, et donc ils ont l'impression d'avoir une très bonne relation, d'avoir une très grande confiance dans leur pédiatre, et ils se demandent s'ils vont pouvoir redonner cette confiance à leur neurologue. Donc il y a vraiment, au moment de la transition et des premières consultations, il s'agit vraiment d'arriver à relier un lien nouveau et une confiance. Et puis, au-delà du praticien, il y a toutes les habitudes qu'il a pu prendre dans l'établissement de soins où il est depuis qu'il est petit, le personnel, le fait aussi qu'il côtoie des enfants, qu'en pédiatrie, tous les patients sont des enfants, et qu'après, il va côtoyer des adolescents, des adultes jeunes, des adultes âgés. Donc tout ça, ça fait une peur de ce qui va se passer. Donc je pense que le maître mot pour
limiter cette peur, les échappements des patients qui finalement ne vont pas aller tout de suite chez les ruptures de suivi. C'est d'anticiper, et d'anticiper très tôt, probablement dès le début de la puberté et l'adolescence, avec une période où on impliquera de plus en plus l'adolescent, en fonction de ses capacités bien sûr, hein, mais où on va s'adresser à lui. Enfin, là je parle de ce qui pourrait être idéal et de ce qui pourrait se passer en pédiatrie, et ce qui se passe sûrement en pédiatrie, c'est-à-dire leur donner la parole de plus en plus aux enfants et aux adolescents, de les impliquer dans la prise de leur traitement, de commencer à aborder de nouveaux thèmes, l'orientation scolaire, quand c'est le cas, la puberté, parler de la puberté, parler de la compliance très tôt, de la compliance au traitement, parce que c'est un problème important à l'adolescence pour nous épileptologues, hein, la perte de compliance, les crises qui s'ensuivent, les prises de risque des patients. Ça peut être aussi le moment de leur proposer un programme d'éducation thérapeutique qui est souvent extrêmement bénéfique par le fait qu'on peut savoir un peu où ils en sont dans leur connaissance de la maladie, ils peuvent apprendre des choses nouvelles et surtout ils peuvent se confronter à d'autres adolescents du même âge et avec les mêmes problématiques. Voilà. Vers 17-19 ans, c'est vraiment l'âge des dernières consultations pédiatriques où seront abordés... Alors le pédiatre aussi, souvent, hein, je disais que le neurologue, il fait... Quand il va voir le patient la première fois, il va reprendre l'histoire, mais souvent pour les pédiatres, avant de passer la main au neurologue d'adulte, ils vont refaire le point aussi sur tous les bilans qui ont été faits, est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui vont pouvoir être proposées. Souvent, quand ils gardent les patients un peu plus longtemps, c'est aussi parce que l'épilepsie est difficile à contrôler et qu'ils aimeraient nous les passer mieux dans une période calme, parce que la transition elle va se faire d'autant mieux que la période est un peu calme pour l'épilepsie, un peu sereine. Voilà, c'est l'âge. Donc il y a encore de nouveaux thèmes à cet âge-là, la sexualité, la contraception, l'orientation professionnelle. Voilà, et toujours continuer vers une prise d'autonomie progressive lors de la consultation et dans la prise en charge de leur épilepsie à la maison. Alors, la consultation de transition à Marseille, pour l'instant, elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une consultation à 4 où il y aurait le patient, la famille, le pédiatre et le neurologue qui seraient ensemble. Le pédiatre qui présenterait le patient et la famille au neurologue, qui essaierait de créer ce lien, qui ferait que la prise en charge serait sûrement plus facile après, et qui permettrait également de transmettre les informations. Alors, jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a quelques mois, je travaillais dans un établissement en fait, qui était particulier, parce qu'il était consacré à l'épilepsie, et qu'on suivait les enfants de la petite enfance jusque chez les personnes âgées, toute leur vie, c'était possible. Et donc, la transmission des informations médicales était très simple par contre, puisque c'était le même dossier qui se poursuivait chez les adultes, puisque par nos occupations, par les gardes, par les astreintes qu'on pouvait faire en hospitalisation, par les examens qu'on pouvait voir, on connaissait tous un peu les patients de pédiatrie déjà, on les avait déjà croisés, rencontrés. Voilà, on pouvait même, à l'occasion d'une hospitalisation, se passer le relais. Donc, elle était informelle, mais elle existait quand même, cette transition. Dans la plupart des autres établissements, ce n'est pas le cas. Et donc, la première consultation avec le neurologue, ça change beaucoup. D'abord, je crois que les sociologues, les psychiatres ont coutume de dire que le passage à l'adolescence vers l'âge adulte, c'est souvent beaucoup de premières fois. Hein, première fois ou premier baiser, première fois on sort avec les copains sans les parents, ou part en vacances sans les parents, première fois où on est devant un employeur, etc. Et ben, je crois que passer avec un neurologue et la première consultation, c'est une première fois. Et donc, ça a une valeur symbolique importante. Je vous disais que dans l'hôpital où je travaillais avant, les patients, ils changeaient certes, ils changeaient de médecin praticien, mais ils ne changeaient pas de lieu. Ils ne changeaient pas de personnel paramédical, l'accueil, les secrétaires, les infirmières, les techniciennes de EG, les locaux, c'était les mêmes. Mon bureau, il était juste à côté du bureau du pédiatre et il était fait exactement de la même façon. Donc ça minimisait quand même les changements. Et pourtant, les patients nous disaient « Oh là là, mais ça change beaucoup ».
Donc, et voilà. Donc je pense que c'est vraiment un changement important et qu'il faut en tenir compte. Et par exemple, il y a des choses toutes bêtes, c'est que nous, assez souvent, on vous voit les patients. Et ils n'ont jamais été vous voyez. Et assez souvent, sauf si c'est un handicap vraiment très sévère, mais on va s'adresser avant tout aux patients. Hein. Moi, personnellement, pour ce qui est des familles, je ne demande jamais à voir l'enfant, enfin l'adolescent et l'adulte jeune, je ne demande jamais à le voir seul. Si c'est un désir de l'adolescent et qu'il l'a exprimé à sa famille et qu'il rentre seul, pas de problème, mais je ne fais pas la démarche de le voir seul. Voilà. Ensuite, cette première consultation avec le neurologue, c'est une consultation qui va être longue, parce qu'il y a beaucoup de choses à aborder. Donc moi, je me fais un petit schéma quand je dois voir un patient pour la première fois. J'essaye d'aborder toujours un peu les thèmes dans l'ordre pour ne pas en oublier, parce que c'est vrai que c'est long et qu'on risque de le faire. C'est pas grave, hein, si on oublie quelque chose, on en parlera la prochaine fois. Mais quand même, on aime bien avoir une idée un peu globale de la situation à la fin de la première consultation. Donc moi, je parle de l'épilepsie. Après, je parle de la vie quotidienne. Après, je parle du projet de vie, un peu extra-médical. Et puis après, je parle des autres pathologies du patient. J'aborde les autres pathologies. Pour l'épilepsie, on va souvent redemander un petit peu... on a l'histoire, on a le dossier, mais on aime bien avoir quand même des précisions ou du vécu, et on va redemander un peu au patient ou à sa famille de nous raconter son histoire. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça pourra déboucher sur des explorations nouvelles, des traitements encore non essayés, à la fin de cette anamnèse et l'idée plus précise qu'on a de son histoire médicale. On parle aussi beaucoup du quotidien. Alors, on a envie de connaître un peu la personnalité et l'identité du patient, parce qu'on sait que c'est un patient qu'on va suivre ensuite pendant des années. Ce n'est pas une consultation isolée où on va juste changer un traitement et puis on ne reverra plus le patient, normalement. Donc, moi, je pose beaucoup de questions sur l'environnement. Est-ce que c'est un environnement familial ou est-ce que l'enfant est en internat? À quelle fréquence il voit sa famille? Est-ce qu'il a des liens en dehors du lieu familial? Est-ce qu'il a des copains? Est-ce qu'il sort? Quel est son degré d'autonomie pour ce qui concerne l'épilepsie, notamment la prise du traitement? Est-ce que c'est lui qui le prend? Est-ce qu'on lui donne? Est-ce qu'on a mis en place des rituels? Voilà, qu'est-ce qu'il connaît de l'hygiène de vie nécessaire quand on a une épilepsie? Dans le quotidien aussi, on parlera avec les filles de contraception, hein, parce que on reparlera de contraception peut-être après un peu plus en détail. Voilà, on évoque aussi les projets de vie, les orientations professionnelles s'il y a lieu, si on a un handicap pas trop sévère et qu'une orientation professionnelle en milieu ouvert ou en milieu protégé peut être proposée, ainsi qu'une formation spécifique. Dans quel lieu de vie le patient se projette, et la famille du patient projette l'adolescent ou l'adulte jeune. Est-ce qu'il va rester en milieu familial? Est-ce qu'il y a un internat? Et à ce moment-là, quel est le degré d'avancement des choses? Et vraiment, il peut tout y avoir. Par exemple, il y a des patients qui sont en IME avec des assistantes sociales, qui ont déjà des équipes qui ont déjà mis en place des projets de façon très, très avancée. Les orientations MDPH sont faites. Les familles connaissent les établissements de leur région, ont déjà fait des demandes. Et puis il y a des fois, notamment pour les patients dont on disait qu'ils peuvent être perdus de vue plusieurs années après le suivi pédiatrique, qui arrivent sans même avoir de contact avec la MDPH, sans allocation d'adulte handicapé, sans aucun projet. C'est parfois rien du tout a été mis en place. Ils sont dans le milieu familial qui accepte très bien le handicap et qui accepte plutôt du fait souvent de leur culture que le patient soit à la maison et qui ne demande aucune aide. Et puis enfin, oui, il y a le problème de la représentation, ça aussi, hein, parfois c'est tout à fait clair c'est-à-dire est-ce qu'on va proposer, parce qu'on a pensé à une représentation du patient, une curatelle, une tutelle, parfois c'est tout à fait clair dans la tête des parents, et puis parfois pas du tout.
voilà. Évidemment, ce n'est pas le médecin qui va s'occuper ensuite de tout ça, mais c'est important parce qu'on va suivre le patient pendant des années, qu'on ait une idée au moment où on le prend en charge un peu globale de là où il en est. Et puis on parle des autres pathologies. Vous savez qu'associé à l'épilepsie et à une déficience, un polyhandicap, il y a souvent des troubles psychiatriques associés, des troubles du comportement. Donc on aime savoir comment ça se passe, qu'est-ce qui a été mis en place. Il y a aussi assez souvent des troubles orthopédiques, des troubles de la statique, des troubles du rachis. Et il faut faire le passage, là aussi, enfant-adulte en orthopédie, ou avec les médecins de rééducation fonctionnelle. Voilà, il peut y avoir d'autres problématiques à aborder. Voilà. Pour ma part, dans la première consultation, en fait, je fais peu de modifications thérapeutiques. D'abord parce que j'ai la chance de travailler avec une équipe de neuropédiatres, donc qui est au top, et souvent ils sont déjà avec quelque chose qui est bien. Et s'il n'y a pas d'urgence, j'en fais pas. Parce qu'une modification thérapeutique, ça peut être mieux, et puis rarement, mais ça arrive, ça peut être pire, il peut y avoir des effets secondaires, il peut y avoir une intolérance, il peut y avoir une inefficacité, et ça risque de rompre le contrat de confiance qu'on a avec les patients. Je pense toujours à poursuivre les prises en charge qui sont en cours, avec notamment les professionnels paramédicaux. Ça peut être un lien un peu, hein, l'orthophoniste, le kiné, tout ça. C'est un fil rouge en quelque sorte qui continue, et donc je fais bien attention. Je ne remets pas du tout en cause les prises en charge au début, et on les poursuit justement parce que ça peut être un repère pour eux. Et puis, il y a quelque chose qui est spécifique un peu chez les adultes et qui déroute les patients et qui ne nous facilite pas la vie non plus. C'est que le pédiatre, il a tendance à être le neuropédiatre, mais aussi à s'occuper de beaucoup de choses. Et les pédiatres entre eux, les spécialistes, l'orthopédiste, le nutritionniste, ils ont tendance à être très liés entre eux dans le même hôpital, à bien se connaître. Il y a souvent des consultations, il y en a à la Timone, hein, je crois, des consultations multidisciplinaires pour prendre des patients qui ont plusieurs problèmes. Et ça n'existe pas, ou très peu, chez les adultes. Ça existe pour des pathologies très spécifiques. Ça a été mis en place sur la sclérose tubereuse de Bourneville il y a quelques années, des choses comme ça, mais ça n'existe pas de façon générale. Et donc ça complique la vie, bien sûr, des parents et des patients qui vont devoir aller toquer à d'autres portes, aller dans d'autres hôpitaux, raconter leur histoire. Les documents ne vont pas forcément passer, et ça complique la vie de la même façon du médecin qui essaye de coordonner tout ça. C'est vraiment quelque chose qui manque. Voilà. Parfois, il y a besoin, si les patients notamment ne sont pas dans des structures où ça existe déjà, de faire appel à l'assistante sociale pour mettre en place tous les changements sociaux qu'il va y avoir à l'âge adulte. Voilà. Donc ça, c'est une partie un peu généraliste. Après, Sandrine avait proposé de parler plus précisément de certains problèmes. Donc l'exposition aux toxiques, bon, c'est surtout pour les adolescents quand même sans handicap et qui sont dans le cursus normal. Mais bon, c'est une question à aborder avec les patients dans le cadre de la qualité de vie. La compliance médicamenteuse, donc on en a beaucoup parlé, chez l'adolescent et chez l'adulte jeune, c'est un réel problème du fait, enfin je ne vais pas redire ce qu'a dit Marine, mais du fait du déni de la maladie, d'avoir envie de pousser ses limites, ou d'une lassitude, d'une rupture de prise en charge. Voilà. Et donc il faut l'aborder, parce que ça peut avoir des conséquences potentiellement graves. Les troubles psychocomportementaux, ils n'apparaissent pas au moment où le patient passe chez le neurologue adulte, mais ils ont des particularités. Ils peuvent être plus difficiles à gérer pour les aidants, du fait de la force physique et de la corpulence des patients. Il faut en parler, il faut essayer d'avoir des interlocuteurs, la psychiatre intéressés par le sujet. Il faut démystifier parfois les neuroleptiques,
Hein, ça ne veut pas dire qu'on va en proposer tout le temps, mais ça peut être utile pour gérer certaines situations un peu urgentes ou qui dépassent les capacités des centres où les patients sont internes, par exemple, ou les capacités des parents à assumer les troubles du comportement de leurs enfants. Et puis parfois aussi, ça peut limiter la souffrance du patient quand il y a des troubles psychotiques. Voilà. Donc ça sera le début d'une collaboration entre l'épileptologue, le psychiatre, la famille et le patient. Voilà. Alors la contraception, c'est aussi, quand on a des filles, quelque chose qu'il faut aborder pour plein de raisons. D'abord parce que si elles vont être internes ou même externes dans un établissement mixte, c'est souvent extrêmement recommandé, voire obligatoire par l'institution, parce que voilà, il y a des risques de grossesse potentielle et qu'on ne peut pas gérer ça sans réfléchir. Donc c'est particulièrement important, mais c'est particulièrement complexe parce que la relation avec le gynécologue, l'examen gynécologique, tout ça est complexe, parce que les patients prennent des médicaments qui les empêchent, pas toujours, mais assez souvent, peuvent les empêcher de prendre des contraceptions œstroprogestatives, que ce soit la pilule, que ce soit l'implant, tout ce qui est à base hormonale. Quand ils prennent des médicaments antiépileptiques inducteurs, le médicament va détruire plus rapidement que normalement les hormones dans le sang, donc baisser l'efficacité du traitement œstroprogestatif, et un traitement œstroprogestatif, ça doit être au maximum de son efficacité. Ça ne peut pas être comme un antidouleur, bon, il marche moins bien, il marche quand même. Le traitement anticonceptionnel, il faut qu'il marche. Voilà, donc il reste les contraceptions mécaniques, mais c'est déjà complexe chez un adolescent sans problème. Les contraceptions mécaniques, ça devient vraiment complexe chez les patients qui ont des handicaps. En plus, on gère un risque, entre guillemets, de relations sexuelles et de grossesse, mais chez plein de patients, les parents sont tout à fait certains que, et à raison, je veux dire, que ça n'arrivera pas. Donc c'est vraiment très complexe d'imposer une contraception à des enfants qui en ont peut-être pas besoin, avec qui on va avoir des difficultés à le faire, mais pour lesquels il ne faut pas du tout de grossesse non plus. Donc, parce qu'ils ont des antiépileptiques qui ne conviennent pas, et parce qu'une grossesse est difficile à envisager du fait de leur pathologie. Donc il faut le faire au cas par cas, avec là une bonne collaboration avec les gynécologues. Voilà. Bon, il y a toutes les difficultés liées à l'orientation professionnelle, aux relations avec la MDPH. Je ne sais pas si c'est évoqué après, si c'est la peine, ça sort un peu de la transition quand même. Mais bon, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette diapositive. Il va falloir expliquer aux patients, quand ils ont des déficiences peu sévères, que du fait de l'épilepsie, il y a certaines professions et certaines orientations qui ne vont pas être possibles. Et puis il faut leur expliquer au contraire tout ce qui est possible au point de vue de la formation, au point de vue de l'orientation et de l'aide spécifique liée à l'épilepsie et au handicap, notamment au niveau de la MDPH. La conduite automobile, c'est chez un patient qui a une épilepsie active et un handicap, c'est rarement un sujet qu'on aborde. Bon. Je ne sais pas, voilà, je vais m'arrêter là. Voilà, j'espère que ce n'était pas trop décousu. Merci beaucoup Géraldine. Est-ce qu'il y a des questions ?